Chers collègues, je suis heureux de pouvoir saluer l'Assemblée générale du réseau Francophonéa au nom du Centre régional francophone d'études avancées de l'Université de Bucarest. Je regrette mon absence sur place au cœur de vos travaux auxquels je souhaite les meilleurs résultats. Nous nous réjouissons d'être associés depuis ce printemps au réseau Francophonéa dans le cadre de l'axe transfert qui concerne un phénomène incontournable pour tout chercheur qui s'intéresse à l'histoire et au devenir des francophonies. La Roumanie est un terrain particulièrement riche de ce point de vue, étant donné l'histoire des relations franco-roumaines depuis le XVIIIe siècle et l'importance du modèle français dans le processus de modernisation de l'État roumain et de la culture roumaine. Inauguré en 2012, le centre que j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt 3 ans, est un véritable levier destiné à appuyer d'abord les formations francophones de l'Université de Bucarest, parmi lesquelles les programmes de licence et de master, ainsi que l'école doctorale francophone en sciences sociales de notre université. Plusieurs de ces formations proposent des doubles diplômes en partenariat avec des établissements universitaires français, dont notamment l'École d'hautes études en sciences sociales de Paris et l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. S'y ajoute l'Université de Bordeaux, avec laquelle le CEREFREA collabore depuis longtemps pour les enseignements de notre école doctorale francophone et pour l'organisation de nombreux colloques en sciences politiques et droit. S'ajoute aussi l'Université Lumière Lyon 2, l'Université d'Aix-Marseille, la Fondation Maison des sciences de l'homme et, hors de France, l'Université libre de Bruxelles et la nouvelle université bulgare de Sofia. Depuis sa création, le CEREFREA a organisé environ 1300 activités, colloques, journées d'études, tables rondes, écoles d'été, conférences, projets de recherche culturelle et artistique, lancement de livres, réunions et ateliers, expositions, etc. Dont plus de 350 formations pour les étudiants, en partenariat avec des institutions francophones nationales et internationales. Plus de 70 projets de recherche culturelle et artistique ont été coordonnés par ou réalisés en collaboration avec le Centre. Environ 150 bourses de mobilité de cotutelle et de codirection de thèse, ainsi que des bourses postdoctorales ont été accordées par l'intermédiaire du CEREFREA. Plus de 400 spécialistes venus de tous les continents ont été hébergés au siège du centre, à la Villa Noël, lors des événements du CEREFREA et de ses partenaires. Le centre entretient un site web, des pages sur les réseaux sociaux, des bases de données qui recensent les publications francophones indexées et diffuse un bulletin d'information en Roumanie et dans les pays de la région. La Villa Noël dispose d'une salle de conférence dotée d'équipements techniques performants, de salles de séminaire, de bureaux pour les chercheurs, d'une bibliothèque d'environ 8000 ouvrages et de plusieurs studios pour les enseignants et les jeunes chercheurs et artistes en résidence. Ayant comme but d'être un partenaire régional actif et visible sur le terrain de la francophonie universitaire et de recherche, le CEREFREA veut contribuer au rapprochement entre les membres et les composants institutionnels de la communauté francophone en sciences sociales et humaines d'Europe centrale et orientale. Le centre coopère avec des établissements de recherche et de formation de cette région afin de favoriser la recherche francophone d'excellence et la publication de ses résultats, le développement des réseaux de coopération scientifique, le fonctionnement d'une plateforme d'études avancées pour la conception et la participation à des programmes d'enseignement et de recherche francophone dans les sciences sociales et humaines. Si le transfert culturel entre les espaces francophones représente un thème classique de recherche, notre démarche est aussi réflexive sur le terrain de l'histoire des disciplines, en revisitant les évolutions dans les sciences humaines et sociales
tant du point de vue conceptuel que du point de vue institutionnel. Parmi les sujets qui nous intéressent, on peut donner comme exemple l'histoire de l'enseignement du français, la traduction des historiens des annales en Roumanie et dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, l'institutionnalisation des sciences politiques après 1989, la mise en place des programmes universitaires francophones dans les pays ex-communistes, les trajectoires des professeurs, les transferts des savoirs juridiques, etc. Au-delà des aspects historiques, la réflexion sera étendue aux stratégies et aux processus de transfert, aux effets des contextes, aux phénomènes d'appropriation, de réappropriation, voire de détournement. Pour mieux saisir les significations de ces différents transferts, une dimension comparative est nécessaire. Elle doit être prise en compte en couvrant aussi d'autres aires culturelles où les sciences humaines et sociales ont connu une évolution analogue ou différente dans le rapport au modèle français et à la langue française. Toutes ces questions seront débattues dans les séminaires de l'axe transfert qui auront lieu au printemps 2023 et surtout à l'occasion d'un colloque organisé par le CEREFREA et par Francophonéa, colloque prévu à Bucarest sur 2 journées à l'automne 2023. Les premières discussions sur la problématique du colloque ont déjà commencé avec nos collègues de Bordeaux, les professeurs Philippe Claret et Maurice Nives, et se poursuivront, notamment lors du symposium de la recherche scientifique francophone en Roumanie, organisé les 19 et 20 décembre par l'ambassade de France à Bucarest et par la direction Europe centrale et orientale de l'AUF, qui siège elle aussi à Bucarest. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d'accueillir très prochainement au CEREFREA le professeur Maurice Nives. En vous remerciant de votre attention, j'exprime mes souhaits les meilleurs pour une longue et fructueuse coopération du CEREFREA de Bucarest avec ses partenaires dans le cadre du réseau francophoné. Merci. Si je suis ici, là, derrière la caméra, c'est bien parce que la Renaissance française, dès le début, a cru dans la naissance du réseau francophonaire. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, j'étais avec vous à Bordeaux le 29 juin dernier. Et j'y étais parce qu'effectivement, on a très bien accueilli la naissance de Francophonéa et que l'on y voit effectivement des possibilités de coopération, parce que le champ de Francophonéa est finalement recoupe en bonne partie le champ immense de la Renaissance française. La Renaissance française, vous le savez, est une institution qui contribue au rayonnement de la langue française et de la culture de l'ensemble du monde francophone, mais qui aussi contribue au dialogue, en tout cas veut favoriser le dialogue entre les cultures. C'est-à-dire que notre combat n'est un combat qui n'est dirigé contre personne, bien évidemment, contre aucune culture, aucune langue, et que bien au contraire, nous voulons constamment créer des ponts et favoriser le dialogue, puisque le dialogue nous est cher, comme vous le savez. La Renaissance française, c'est la paix par la culture. Donc, évidemment, tout commence par la rencontre d'abord et par le dialogue ensuite. Et puis, du dialogue, on peut toujours espérer la construction d'initiatives communes et le partage. Et là, donc, je crois que nous sommes dans le même esprit, que nous partageons les mêmes valeurs et que les champs de coopération sont très larges. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que la Renaissance française, nous l'avons déjà exprimé dans notre lettre d'intention,
la Renaissance française est toute prête à accueillir des projets de coopération qui viendraient de Francophonia, j'allais dire, quels que soient les domaines, en tout cas dans un très grand nombre de domaines. Et donc voilà, c'est pour affirmer notre meilleure disponibilité et pour confirmer nos encouragements à ce réseau qui nous paraît vraiment une excellente chose. Et nous sommes très heureux que vous ayez la responsabilité de le coordonner. C'est une garantie pour nous. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, comme j'interviens à titre de 2 casquettes, je vais réduire le temps de parole, non pas parce que j'interviens à 2 titres, mais parce que l'essentiel de ce que j'ai à dire a été dit ce matin. C'est ce qui montre bien que les partenariats vont pouvoir, donc j'interviens pour le président du CEDIMES qui, lui, n'est pas là et s'en excuse. Et ben, avec ce que j'ai entendu ce matin sur vos axes de recherche, notamment l'aspect visibilité internationale que vous souhaitez, nous, de ce côté-là, on a une expérience, puisqu'on est né à l'international, on a un réseau de 30 universités avec lesquelles on a des partenariats suivis, et une vingtaine, c'est un peu moins suivi, où ça laisse des perspectives. Et tout ce que vous avez dit sur l'éducation, le plurilinguisme, le développement, ça entre tout à fait dans les cordes de ce qu'on fait. Et donc, il y a pour nous, a priori, pas de difficulté à créer un partenariat avec vous. De ce côté-là, ça c'est le principe. Donc, sur le principe du partenariat, il n'y a pas trop de difficulté à dire. Alors, la deuxième question, c'est celle de rédacteur en chef de la revue. Alors, une demi-bonne nouvelle, la présentation de votre projet est prévue pour faire l'objet d'un article dans le numéro 1 2023 des cahiers du CEDIMES. J'attends juste que l'auteur trouve le temps de le faire, mais vous aurez deviné qu'il est largement occupé par d'autres tâches, et donc je vais lui laisser un petit temps de répit. C'est Giovanni, et donc... Alors, le deuxième aspect, c'est que, là je peux déjà, ça c'est une bonne nouvelle, je peux déjà vous annoncer que les cahiers du CEDIMES ont réservé, alors ça dépendra du volume, un ou plusieurs numéros pour la publication de vos travaux. Là de toute façon, ça c'est déjà acquis. Et ça n'exclut pas, puisqu'on est ici avec pas mal d'enseignants-chercheurs, dont on sait que le système fait que plus ils ont de publications, mieux leur carrière avance. Ça n'exclut pas des publications des uns et des autres hors des axes en question dans les numéros courants. De ce côté-là, alors, vous trouverez les coordonnées pour, voilà, bon, pour les travaux de l'axe recherche, ça on verra avec Giovanni. Pour le reste, vous pouvez les envoyer à moi. Alors c'est marc.richevaux, RICHEVAUX, @yahoo.fr. De toute façon, c'est sur le site internet du CEDITER. Donc, du CEDIMES et du CEDITER. Il y a 2 sites qui sont 2 sites partenaires et on a déjà travaillé ensemble et on va, a priori, pour nous, il n'y a aucune difficulté pour continuer ce qu'on a déjà fait, enfin, continuer et approfondir ce qu'on a déjà fait et a priori, il n'y a pas de difficulté. Alors bon, je crois que comme on est nombreux à avoir des choses à dire, je crois qu'il vaut mieux que je laisse la parole aux autres.
dont je ne présente pas l'observatoire, ça serait déjà un petit peu long et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Enfin, j'ai laissé dans les messages, dans la discussion, l'adresse de l'OEP et puis également celle de l'OPA dont je dirai un mot. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que la quasi-totalité des axes de recherche de Francophonéa, en fait, intéressent l'Observatoire. Et je vais donner tout de suite une petite série d'exemples. Par exemple, pour le numérique, l'Observatoire a organisé en 2018 un colloque sur la traduction automatique et les usages sociaux des langues. Quelles conséquences pour la diversité linguistique? Sur le thème développement durable, les assises de Bucarest en 2019 avaient pour thème plurilinguisme, le plurilinguisme dans le développement durable, pour montrer quand même que le plurilinguisme ne traitait pas la totalité des questions du développement durable, mais en tout cas ne pouvait pas être complètement méconnu. En ce qui concerne les transferts, à Rome, en 2012, le thème c'était « Langue sans frontières », le plurilinguisme. Et la question des transferts était évidemment traitée, était tout à fait envisagée. En ce qui concerne le domaine culture et création, ou création et culture, je ne sais pas, mais à Bruxelles, en 2016, le thème c'était plurilinguisme et créativité. Sans oublier que nous avions publié un volume, nous avions fait en 2017, si j'ai bonne mémoire, un colloque à l'université Paris 7, qui s'appelait comme ça à l'époque, dont est sortie une publication qui s'appelle Plurilinguisme et créativité scientifique. Voilà. Et puis enfin, pour ce qui est de l'éducation et plurilingue, et interculturel, bon, bien sûr, c'est un axe majeur de l'Observatoire depuis toujours, et en particulier dès les assises de 2005, le domaine était déjà très largement abordé et mis en avant. Bon, maintenant, voilà, ceci étant dit, j'ai envoyé hier une lettre d'intention à Giovanni pour manifester vraiment notre volonté non seulement de coopérer, mais aussi d'avoir une certaine formalisation quand même de la coopération. Je pense que cette formalisation est très utile, attendu que ça permet vraiment de réfléchir et de voir quels sont les points concrètement qui peuvent tout à fait se matérialiser. Et donc, voilà, bon, je ne vais pas résumer cette lettre qui était un petit peu longue, mais c'est déjà une amorce de convention, et dans lesquelles, bien évidemment, le domaine de la communication est tout à fait essentiel, c'est-à-dire l'échange d'informations est capital, et ça fonctionne pas toujours à la perfection, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, et l'échange d'informations doit déboucher sur la publication d'informations qui nous intéressent. Et ça, c'est tout à fait quelque chose de fondamental. Un autre domaine qui peut être tout à fait important, c'est de pouvoir répondre ensemble ou de participer à des appels d'offres, en tout cas, qui vont ensuite se traduire par des financements de toutes sortes. Et puis, je dirais troisièmement, troisièmement, en fait, il y a plus que 3 points, mais enfin, je résume tout en 3 points. Et il y a les actions et puis les événements qu'on voudrait pouvoir couvrir en commun. Et à ce point de vue-là, je voudrais dire que j'ai été à la fois impressionné et même enthousiasmé par l'enthousiasme de Marian Lemoine, et je peux dire que son enthousiasme, je pense, ne devrait pas laisser indifférents les membres du conseil d'administration de l'EOP quand il aura besoin de se prononcer sur le choix d'avenir pour les assises de 2005. Voilà. Donc, c'était de 2005, pardon, 2025. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai vu que le travail avait déjà bien commencé cette année, et donc il faut continuer, quoi. Voilà, et l'EEP est tout à fait prêt à partir avec vous. Voilà, merci. J'aimerais remercier, en la personne de Giovanni Agresti, tous les organisateurs de Francophonéa pour l'invitation qui a été faite à la Fondation Anthony Manguené.
Je voudrais aussi excuser mon épouse Danielle. Nous sommes revenus tard en voiture après 8 jours de rendez-vous sur Paris. Et elle a un problème de vertèbre, elle s'excuse, elle ne peut pas participer aujourd'hui. Je suis retourné la voir et j'en ai profité pour faire un petit PowerPoint en catastrophe. Je ne sais pas s'il va être en phase avec ce que j'ai dit. Et je n'avais pas prévu qu'on devait prendre la parole aujourd'hui. Pardon. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, très brièvement, la Fondation Anthony Minguenet a été créée en juillet 2015 pour poursuivre les idées et les actions d'Anthony Minguenet. Vous voyez le logo de la Fondation ici, avec un phénix, symbole de renaissance, mais surtout de l'essor des idées. Anthony Minguenet est né le 17 août 1974, c'est toujours un peu délicat pour moi, à Bordeaux. Ingénieur en informatique au départ, puis expert, même s'il n'aimait pas ce mot, expert en réseau et en cybersécurité. Il était le responsable au sein de la direction générale du groupe Bouygues Construction, il était le responsable de la sécurité technique de l'ensemble des systèmes d'information pour le groupe. Mais surtout, son comportement ouvert sur le monde, ses compétences, sa conception managériale, et surtout son sens éthique et sa bienveillance étaient reconnus de tous. Il aspirait à participer à l'élaboration d'un monde dans lequel les valeurs éthiques et le mieux vivre prévalent, et il pensait sincèrement que toute authentique bonne volonté peut améliorer le futur. Et il est décédé brutalement à l'âge de 40 ans le 20 janvier 2015 d'une hémorragie cérébrale à son domicile, seul et sans assistance. Ceci après avoir refait, avec son équipe, tout l'intranet du groupe. C'est donc dans un esprit de continuité, afin de transmettre son engagement et ses espérances, que la Fondation Anthony Minguenet a vu le jour. Ceci en 2015, en juillet 2015. Elle est sous l'égide de la Fondation de France, dont les conseils sont particulièrement précieux et c'est aussi un gage de transparence. Et elle est soutenue par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, nous souhaiterions en remercier particulièrement le président Alain Rousset, qui partage les mêmes espérances pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Nous en avons déjà discuté ce matin, effectivement. La Fondation a donc pour objet de promouvoir des prises de conscience éthiques au sein de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'entrepreneuriat, et surtout auprès de toute personne de bonne volonté, afin que les futurs responsables puissent, quel que soit leur degré de responsabilité, afin qu'ils puissent œuvrer en toute responsabilité et surtout en liberté de conscience, dans le respect des droits de l'homme, et ceci pour relever les grands défis contemporains d'un monde qui change et d'une société qui est en mutation. Et ceci afin de développer aussi un regard élargi et une notion d'esprit critique. En effet, l'éthique permet de s'interroger et surtout d'agir avec responsabilité et anticipation, solidarité et équité et respect de l'autre. La Fondation Anthony Minguenet ainsi repose sur 5 axes que je vais vous citer brièvement, même si ce n'est pas tout à fait en accord avec les diapos. Les axes sont les suivants. Le droit, tout ce qui touche le droit. L'ingénierie, et particulièrement beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Le numérique, bien sûr. Les sciences humaines et sociales, ainsi que l'environnement et le développement durable. Et elle a noué en ce sens des partenariats avec un grand nombre de grandes écoles et universités au plan national, régional, bien sûr, national et international, et dans lequel elle soutient et participe à des colloques, des conférences, des tables rondes, des séminaires, des congrès et création de prix, comme à Sciences Po Paris, comme au Québec avec l'ensemble des universités sur la Société québécoise de droit international, comme à Bordeaux, où nous venons d'aider avec le Conseil régional à la création d'une chaire internationale de recherche comparative sur la santé au travail et qui regroupe un très grand nombre de pays au niveau de notre planète. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que, je citerai aussi, pardon, j'improvise plus ou moins, nous sommes partenaires aussi avec l'INP de Bordeaux, beaucoup d'universités, La Rochelle, Limoges, Lyon, Strasbourg et plusieurs pays.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir le site de la Fondation. Vous avez toutes les grandes lignes de force de la Fondation, mais je vous présente à nouveau mes excuses, car nous avons tellement d'activités que depuis fin mars, rien n'a été mis sur le site. Car nous avons soutenu 35 actions au niveau national et international, et quand on soutient une action, on participe intégralement à tout le séminaire ou le congrès. Et en plus, c'est formateur. Et nous avons participé en plus à 14 autres réunions ou actions comme aujourd'hui. Nous sommes donc heureux de nous trouver aujourd'hui. Vous voyez là quelques logos, mais ce n'en est que quelques-uns qui correspondent aux partenaires. Et nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui donc avec le réseau de recherche Francophonéa. Car comme l'éthique, la francophonie peut aussi être et réunir les êtres humains pour mieux se comprendre, surtout mieux s'entendre, mieux partager. Et ça, c'est une notion fondamentale dans notre société et qui est à développer. En effet, l'éthique touchant tous les domaines de la société. La Fondation Tony Minguenet aborde une multiplicité de sujets, et de sujets d'actualité surtout, dans une interdisciplinarité, afin d'élargir les visions, de partager les points de vue et d'appeler à la responsabilité de nos actes. Et particulièrement, non pas une responsabilité rétrospective comme on voit trop souvent, mais une responsabilité anticipative, prospective. Et comme l'éthique, nous semble-t-il, ne doit pas être qu'une simple vue de l'esprit, et surtout pas un prêt-à-penser, nous essayons, en sensibilisant les personnes, non pas d'apporter des réponses toutes prêtes, mais d'ouvrir les réponses afin que chacun puisse trouver une voie et partager la même dimension et agir au sein de la société. Et alors, je dirais, pour terminer, que cette notion d'agir, qui est vraiment pour nous le sens authentique de l'éthique dans cette application, se doit de porter plus qu'une utopie, mais être un défi, et surtout le défi du mieux vivre ensemble. Et c'est ce qui va être, je pense, la finalité de notre société. Alors, je terminerai par cette simple phrase d'Anthony Minguenet, qui disait « L'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre, c'est-à-dire qui n'existe qu'avec l'autre. » Et au nom de tous les membres de la Fondation, je vous remercie de votre attention et de cette invitation. Et bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette invitation de venir présenter l'édition des archives contemporaines. Et je vais suivre les belles paroles de M. Sommet, et quelqu'un qui prend la parole en public, donc doit se présenter et dire d'où il vient. Donc je suis Gerardo Bautista, et je représente les éditions des archives contemporaines. Je suis d'origine mexicaine, je suis français, et habitant Paris. Et je n'ai pas préparé de diapositive parce que je vous invite à visiter la maison d'édition en consultant le site internet archivescontemporaines.com et de feuiller les ouvrages à volonté. J'aurais voulu aujourd'hui plutôt me focaliser à vous parler des réflexions qui ont mené les travaux derrière la maison et qui ont fait qu'aujourd'hui la maison soit ce qu'il est. Et nous nous sommes focalisés à publier des ouvrages scientifiques adressés à un public du 3e cycle universitaire, mais surtout des ouvrages collectifs. Et le collectif, bien sûr, inclut les revues. Cependant, pour les revues, beaucoup d'initiatives existent déjà qui répondent à des besoins divers. Par contre, pour les ouvrages issus des colloques, ou alors des ouvrages tels que nous envisageons dans le cadre de Francophonéa, trouvent une réponse éditoriale beaucoup plus compliquée et souvent beaucoup plus chère. L'objectif de nos publications est toujours le même, c'est-à-dire ils doivent apparaître simultanément
en mode open access, accès libre, et en mode papier. Les deux formats apparaissent au même instant. Il n'y a pas de période d'embargo. Donc le mode open access, nous le voulons véritablement ouvert. C'est-à-dire, il n'y a pas d'abonnement à débloquer, il n'y a pas besoin que vous vous inscriviez sur le site pour ouvrir un compte, il n'y a pas besoin d'une période d'embargo, ça sort immédiatement. Et nous voulons en même temps assurer la version papier, parce que la version papier, et encore pendant très longtemps, elle va garder une valeur symbolique avant tout, même si sa performance en termes de diffusion de la connaissance est discutable aujourd'hui. Il n'est pas comparable à la vitesse de propagation de la connaissance à travers Internet. Le papier aujourd'hui, hélas, est trop lent, trop coûteux, trop cher à faire parvenir des ouvrages dans des pays, on parlait beaucoup de l'Afrique, mais dans des pays du sud sud-africain, c'est extrêmement coûteux et très long. Cependant, la valeur symbolique du papier va rester là pendant très longtemps. Et aussi, les institutions, les bailleurs de fonds, à la fin d'un projet, ont besoin de sentir de manière concrète la présence physique d'un objet qui conclut tous les travaux et intellectuels qui ont été menés. Et donc, ce binôme publication en même temps de la version en ligne en mode accès ouvert et la version papier est une des particularités de la maison d'édition. Nous nous sommes fortement intéressés au mouvement Open Access. Ce mouvement qui s'est développé ces 10 dernières années, va s'accélérer. Et en s'accélérant, la masse d'informations qu'il va falloir publier sur ces modes-là sera énorme. Aussi, répondre à cette demande de publication en open access va demander une vitesse d'exécution très importante pour suivre cette demande. Et en dernier point, il faut assurer une autre pendante qui est celle de la pérennité des sources. Donc, cet enchaînement de ces 3 questions, c'est-à-dire le coût que cela peut engendrer, la vitesse avec laquelle il faut répondre à la demande et la pérennité des sources. Peu d'éditeurs, en fait, scientifiques, l'adressent parce qu'elle est trop complexe. Nous avons essayé de résoudre ces problèmes. On a une réponse, c'est notre réponse. Et aujourd'hui, je vous décris ça très rapidement. On a créé l'avatar de la maison d'édition. C'est un jargon dans le monde numérique. On a créé l'avatar digital de la maison d'édition en digitalisant l'ensemble du processus éditorial. Dès le dépôt du manuscrit, en passant par l'évaluation par les pairs, en changeant de statut des articles pour qu'ils soient mis en page, l'intervention des maquettistes ou des correcteurs typographiques, l'envoi des épreuves, la saisie des corrections des auteurs sur ces épreuves-là, la validation des épreuves, le passage au statut publié de l'article, le tout s'est fait dans un même lieu, ce qui économise en nombre de gestes et de temps des ressources très considérables. Ça, c'est la première réponse en termes de coût. Et une fois publiés, ces ouvrages, ils restent au même endroit aussi. C'est-à-dire que l'archivage s'est fait à cet endroit-là, de manière à ce que si des partenariats comme celui que nous allons développer aujourd'hui s'intéressent pour venir récupérer ces sources qui auront été formatées avec des logiciels à code ouvert, gratuits, tels que LaTeX, que c'est au cœur de notre mécanique, vous pouvez récupérer les sources. Vous n'êtes pas cadenassé avec un éditeur. Vous êtes libre. Vous récupérez la liberté, en fait, de vos contenus. Aussi, c'est une plateforme qui a comme but d'exporter les données en mode Open Access Green, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire on peut injecter
sous demande les articles publiés dans la maison d'édition, dans des repositories, dans des dépôts institutionnels, s'il y a la demande de la part des auteurs ou des institutions partenaires. Donc notre objectif n'est pas celui de cadenasser la connaissance ou vous obliger de venir toujours à notre site Internet. On peut aussi exporter le contenu ailleurs. Alors, cette plateforme, en économisant de cette manière-là les coûts fixes, nous ont permis d'arriver à un prix. Aujourd'hui, on a trouvé un prix. Combien ça coûte de faire un livre en open access? Peu importe le nombre de pages, peu importe le nombre d'images, c'est 2 950 € par projet. C'est un coût optimisé pour permettre la transparence aussi, dans parfois des budgets alloués par des institutions auxquelles il faut veiller en termes de sa gestion et son rapport financier en fin d'année. Tout ouvrage publié aux éditions des archives contemporaines coûte toujours la même somme, 2 950 €. Et ces prix, en plus, est un prix qui aujourd'hui représente un article et demi publié dans d'autres maisons d'édition, d'édition scientifique, où les prix par article versé en mode open access fluctuent entre 1 000 ou 2 000 € par article. Et ici, c'est l'ouvrage entier qui est publiable avec cette somme d'argent-là. Alors voilà, ces différentes modalités qui permettent aujourd'hui peut-être de mobiliser tout cela en faveur du réseau francophonéen. Et le fait d'exister maintenant comme un mode digital ouvre aussi d'autres paradigmes, qui peut être aussi la connexion à d'autres innovations web, comme la traduction semi-automatique, par exemple. J'ai cité la tech, qui a été intégrée au cœur même du système, mais demain peuvent être d'autres choses, d'autres initiatives, des laboratoires qui auraient travaillé notamment dans la préservation des langues ou l'usage des langues. Tout cela peut être connecté à ce système ou maison d'édition digitale, puisqu'on a programmé le tout dans des langages standards, style SQL Server, JavaScript, Bootstrap, etc. Voilà. Alors, dans ce cadre, nous souhaitons vous accompagner avec une collection dont on avait ébauché quelques couvertures, mais qui sont tout simplement des ébauches pour mettre en place les éléments constituant chaque secteur. On avait imaginé, c'est juste un canevas qui nous permettra de voir où se situe chaque chose. On avait pensé que la couleur du logo allait être déclinée en fonction du secteur. Voilà, et ensuite il faudrait réfléchir au comité d'évaluation de chaque ouvrage, qui sera montré dans les pages préliminaires. Et voilà, chaque couleur correspond à chacun des secteurs du réseau. Mais ça, ce n'est que vraiment un cadre d'analyse pour ne pas oublier les éléments que vous voudriez voir dans chaque publication. Voilà, je pense que j'ai trop pris. I capolavori sono fatti per sbalordire. Sono fatti per persuadere, per convincere. Per entrare in noi, attraverso i pori.
Alors, en septembre 2021, Venceslao Di Persio et Rosanna Pallotta ont ouvert le Museo dell'Ottocento de Pescara, Italie centrale. Une institution privée qui recueille, conserve et met à la disposition de la communauté leur collection de peintures du XIXe siècle, comprenant plus de 260 œuvres. Le musée est installé dans un bâtiment datant des années 1920, l'ancien siège de la Banque d'Italie, qui a été acquis et entièrement rénové par le couple afin de remplir sa nouvelle fonction culturelle selon les critères muséographiques les plus modernes. Fruit d'environ 35 ans de recherche, la collection, déjà connue du monde de l'art pour des prêts temporaires à des institutions nationales et internationales, est structurée selon un parcours historico-philologique précis et cohérent, clarifié au fil des ans et formalisé lors de l'exposition. Elle va du védutisme dans la Naples cosmopolite du début du XIXe siècle à la grande peinture paysagiste française de l'école de Barbizon, avec le noyau d'œuvres le plus riche et qualitativement le plus important en Italie, à travers une série de contaminations et de greffes impliquant les artistes de l'école napolitaine. En particulier, l'exposition se concentre sur le dialogue intense entre ces peintres et les Français, un thème inédit d'un intérêt historique et culturel considérable, largement investigué et exploré par le duo Di Persio-Pallotta, même dans les figures et les aspects les moins considérés par l'historiographie. Le passage à l'école de Barbizon s'est d'abord fait par l'étude, par les collectionneurs, de deux artistes du monde napolitain, Giuseppe et Filippo Palizzi. Les deux frères, en avance sur leur temps, avaient ouvert un riche canal de communication et d'échange entre Naples et la France, qui est resté vital au moins jusqu'aux années 1870-1880, et a été ensuite nourri par les relations avec la galerie Goupil à Paris. Par conséquent, les collectionneurs se tournent d'une part vers d'autres Italiens actifs en France, de Giuseppe De Nittis à Federico Rossano, d'Antonio Fontanesi, Alberto Pasini, et d'autre part vers les protagonistes du paysage transalpin jusqu'au seuil de la naissance de l'impressionnisme. Gustave Courbet, Charles-François d'Aubigny, Narcisse Virgilio Díaz de la Peña, présent avec 8 œuvres, Jules Dupré, Paul Huet, Georges Michel, Théodore Rousseau, Constant Troyon. Le regard sur l'art de ces années s'est ensuite enrichi par l'acquisition de tableaux de Rosa Bonheur, Charles Jacques, Alexandre Gabriel Descamps et Paul-Désiré Trouillebert, et surtout grâce à la réévaluation substantielle de Léon Germain Pelouse, au parcours original duquel Di Persio et Pallotta ont consacré une attention particulière. En revanche, la présence de Johan Barthold Jankind, un artiste flamand qui a joué un rôle fondamental dans la formation du jeune Claude Monet, annonce déjà la naissance de la peinture d'impression. Les chapitres consacrés aux échanges entre l'Italie et la France et à l'école de Barbizon occupent une place importante dans le musée du XIXe siècle. Ils se trouvent en effet dans les salles numéros 12, 13, 14 et 15, situées au deuxième étage du bâtiment, et qui constituent le couronnement de l'ensemble de la collection du parcours d'exposition. Comme l'a affirmé Carlo Sisi, ancien directeur de la Galleria d'Arte Moderna de Palazzo Pitti et l'un des plus grands spécialistes de l'art du XIXe siècle, l'un des mérites du choix de la collection de Di Persio et Pallotta, qui s'est ensuite traduit par une opération muséographique et donc culturelle, est d'avoir démontré la fraternité stylistique entre la peinture française et napolitaine en termes de nouveauté de la lumière et de prise directe sur la réalité, jetant ainsi les bases d'une réinterprétation globale des relations historiques, artistiques et culturelles entre les deux pays. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, de ce dialogue, de cette francophonie picturale, que nous avons pris contact avec le musée de l'Ottocento.
Pour terminer, une vidéo, une dernière vidéo très courte. C'est merveilleux d'avoir un musée. Je pense que n'importe quelle ville de plus de 5000 habitants devrait avoir des musées. Le musée, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre et c'est l'endroit où s'élabore une référence commune et donc une pensée commune et donc des projets communs. C'est un endroit merveilleux et je pense que c'est une chance formidable pour Pescara d'avoir aujourd'hui un musée d'une telle qualité qui s'offre à lui. Vous avez eu la possibilité de le voir. Quelles sont les principales œuvres d'art de ce musée et qu'est-ce que vous préférez? Ce qui est merveilleux dans cet aperçu du 19e siècle, c'est cette extrême sensibilité sur cette vision du paysage et le raffinement et l'exigence du collectionneur dans la qualité et l'état de conservation des tableaux. Et cela a été fait avec tellement de sagesse et de réflexion qu'on a un aperçu parfaitement exhaustif de la quintessence du 19e siècle. Le 19e siècle français, avec tous ses bouleversements politiques, sociaux, cette immense révolution industrielle qui est un souffle nouveau qui emporte toute la société française, apporte des grands bouleversements au niveau artistique. L'école de Barbizon est un moment où les artistes ont besoin d'aller se cacher, c'est-à-dire de se retrouver dans un endroit à l'abri de toute modernité. Et ainsi, c'est un petit cénacle d'artistes qui se constitue au plus proche de la nature. Si proche, au cœur de la forêt de Fontainebleau, qui est le grand massif forestier non loin de Paris, si proche de la nature que parfois ils y restent plusieurs mois sans sortir et pour seule activité de se déplacer de leur chambre d'auberge pour aller dans des clairières ou sur des chemins de forêt. Et par conséquent, leur peinture s'imprègne de la nature, comme celle de Constable qui est en Angleterre liquide et s'imprègne du climat. La peinture de Barbizon est tourbeuse et un parfum de feuilles fanées, un parfum d'humidité. C'est ça qui est merveilleux avec cette peinture, c'est qu'elle est dans la nature plus que le reflet même de la nature. Et à propos de ça, on peut dire que l'art reflète toujours la société contemporaine. Le 19e siècle va très très vite. C'est un siècle qui va à toute vitesse et il y a énormément de courants artistiques et je pense que cela a été extrêmement bien compris par nos collectionneurs qui commencent avec une peinture presque romantique avec Paul Huet par exemple, assez fidèle aux grands préceptes classiques et se termine en 1900 avec une peinture moderne, une exécution qui est contemporaine de l'impressionnisme. C'est ça qui est intéressant avec le 19e siècle. C'est qu'en 60 ans à peine, on redéfinit totalement toutes les règles de la peinture. Ça va plus vite qu'en 500 ans. Voilà, donc c'était Mathieu Fournier qui, pendant en aval de la découverte de la collection du musée de l'Ottocento, j'invite quand même Rosanna Pallotta, Vincenzo Di Persio venir ici pour que même nos collègues qui sont à distance puissent au moins vous voir et si vous avez un mot à nous dire. Grazie. Io credo che la presentazione sia stata anche troppo completa e forse troppo lunga. Mi spiacerebbe se fosse stata recepita tale. Noi possiamo soltanto dirvi che la nostra amicizia, i nostri rapporti con la Francia sono cominciati molti decenni fa, quando io sono venuta a lavorare in Francia, a Parigi, e sono felice di dire che continuano tuttora e continueranno. Siete ovviamente invitati tutti, sarete tutti nostri ospiti nel nostro museo quando vorrete. Voilà, donc Madame Pallotta remercie et a peur que cette présentation ait été trop longue. Et en tout cas, les rapports avec la France datent d'il y a des décennies, au moment où Madame Pallotta a... 50 ans. Voilà, depuis 50 ans de relations avec la France pour des raisons professionnelles. Et on souhaite que ces collaborations se poursuivent et se consolident. Voilà.
Nous, cette association est née en 2000, enfin, c'est pas l'association, mais le réseau francophonie avec un S à la fin, majuscule, est né en 2013 et en fait, c'était un partenariat entre des collègues de l'Université de Genève, de l'Haute École pédagogique de Lucerne, Grenoble, Bordeaux, Québec, Montréal, Cameroun, Yaoundé, Maroc, l'université de Marrakech. Enfin, c'était vraiment un groupe. Et après, on a décidé de se réunir, de créer une association qui est donc hébergée sur le site de l'université de Genève. Et notre but, c'était justement on a été, je pense, les premiers qu'on a parlé, enfin le premier, enfin je veux dire, c'était dans l'air du temps, à parler de francophonie avec un S à la fin. On tenait vraiment à ce que on prenne en compte les variations au sein de la francophonie. Et en fait, notre but, c'était plutôt axé, l'association est plutôt axée à cette transmission d'une francophonie plurielle, pluricentrique et pluriculturelle. Et en fait, notre action est plutôt dirigée vers tout ce qui est formation des enseignants, parce que au sein de l'association, l'un des objectifs, je pense, l'objectif prioritaire, c'est celui de œuvrer pour une didactique de la francophonie. Parce qu'on s'aperçoit que dans nos formations, même si on a une formation didactique des langues ou du français langue étrangère et seconde, c'est vrai que quand on parle de francophonie aux étudiants, c'est toujours un peu difficile, hein, quand on leur demande qu'est-ce que c'est la francophonie, comment on peut enseigner ces variations, etc. C'est pas évident du tout. Je dirais même que c'est plus évident pour les étrangers que pour les francophones. Donc c'est vraiment une action un peu engagée. Et là, j'ai pas on vient de publier le premier volume d'une collection réseau francophonie, dont je vous enverrai la publicité. On mettra la publicité sur le site de Francophonéa. Et voilà. Et donc j'ai parlé au nom de Laurent Gaillot, hein, qui est le président de l'association. Je vous remercie de votre attention. Donc bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Béatrice Perella, directrice de l'atelier Canopé de Dordogne. Réseau Canopé, c'est depuis quelques années l'opérateur de la formation au et par le numérique pour les enseignants du premier et du second degré, et aussi pour la formation de formateurs. C'est un établissement public, mais qui a un modèle économique à maintenir. Nos formations sont assurées dans des lieux assez conviviaux, puisqu'on a du matériel, vous voyez sur l'écran, qui permet des formations dynamiques qu'on appelle du co-design dans notre langage Canopé. Et c'est basé sur l'expérience des pratiques. Il existe un réseau Canopé national qui est basé à Poitiers. Et dans chaque département, il y a des ateliers Canopé avec 3 à 4 formateurs par atelier. Donc sur la Nouvelle-Aquitaine, notre direction territoriale se trouve à Poitiers, mais pas au même endroit que le national. Nous fonctionnons donc par équipe. Si on compte 4-5 formateurs par atelier, ça fait 1500 formateurs au niveau de la France. Et nous fonctionnons par équipe et nous alimentons les équipes par des partages de ressources, des retours d'expérience, des créations de formations et des partenariats aussi avec les chercheurs. Canotex, c'est une plateforme pour la formation des enseignants. Ça fonctionne par domaine et pas par discipline. Donc, vous avez un domaine autonomie, numérique, évaluation, échec scolaire, sciences cognitives, coéducation, etc. Et on propose aux enseignants soit des petites vidéos, des mises en situation dans les classes qui durent 3-4 minutes, ou des webinaires, c'est-à-dire des visios où ils s'inscrivent pour assister à une visio sur un thème donné. Alors, l'atelier Canopé de Dordogne, l'atelier Canopé 24, a une coloration plutôt basée sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Ça peut être les élèves avec handicap visible ou invisible, mais aussi l'accueil des nouveaux arrivants. Par exemple, on a accueilli des Ukrainiens sur le département de la Dordogne et Réseau Canopé a fourni beaucoup de ressources pour équiper les enseignants à pouvoir faire classe avec ces nouveaux arrivants. Nous travaillons aussi en neurosciences en lien avec les apprentissages. Nous sommes intéressés par la mémoire de travail, l'inhibition, la flexibilité. Nous avons des formations sur l'éducation aux médias,
l'information, la désinformation, l'esprit critique, et sur le développement durable, et l'année prochaine sur la coéducation. Nous avons un autre axe à notre atelier, c'est l'international. Faisons des formations à distance ou en présentiel au Niger, au Togo et en Égypte. Ce sont des formations qui sont financées par l'UNESCO. Souvent, ce sont des formations plutôt à dominante numérique. Et nous avons une plateforme pour regrouper toutes les formations qui ont été faites qui s'appelle Imagine École. Aussi, à l'atelier, nous accueillons des enseignants dans le cadre d'Erasmus+. Cette année, nous allons travailler avec eux sur patrimoine et numérique. Nous avons aussi des formations pour l'utilisation des robots de téléprésence pour les enfants empêchés de venir à l'école. Donc, de chez eux, ils ont une tablette et ils commandent le robot dans la classe et ils peuvent ainsi assister aux cours. Ils peuvent aussi se mettre en groupe avec les autres élèves. Et donc, nous faisons la formation des personnes qui gèrent les robots. Nous avons travaillé sur l'intelligence artificielle, sur la réalité augmentée. Et là, nous sommes en train de prévoir des formations avec de la réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle et augmenter les formations avec ces casques de réalité virtuelle. La spécificité de la Dordogne, c'est que nous avons un enseignement en occitan. 1700 élèves du département apprennent l'occitan ou parlent occitan. C'est un département très engagé avec une réelle volonté politique de développer la langue occitane et il finance l'édition d'ouvrages pour les écoles, pour les collèges. Donc nous avons des écoles où l'occitan est parlé toute la journée. Il y a 2 écoles qui s'appellent Calandreta qui existent aussi dans d'autres départements. Et puis, nous avons des écoles avec parité horaire, 12 heures de français, 12 heures d'occitan dans la semaine à parité. Et puis, d'autres écoles, d'autres classes qui apprennent l'occitan entre 2 à 3 heures par semaine. Voilà, donc nous sommes ouverts à tout type de partenariat avec l'ensemble des chercheurs de Nouvelle-Aquitaine. Nous pouvons faire le lien pour vous entre des écoles et de la recherche pour faire des recherches-actions. Et nous pouvons aussi vous donner des espaces d'expression pour augmenter nos formations ou pour travailler avec nous sur certaines formations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Bonjour, Adi Schatz. Effectivement, nous sommes là pour représenter la calandrette de la Down qui se trouve donc à 270 mètres selon Waze, calculé ce matin même, et qui compte 36 calendrons. Je laisse Charlotte, la présidente, nous parler un peu de l'école. C'est une école associative immersive dans la langue occitane, avec une pédagogie institutionnelle effrénée. Et donc, c'est une petite école qui existe depuis 20 ans à Pessac, qui donc fait partie du réseau Calandrette et qui permet à de jeunes enfants de la petite section CM2 d'apprendre cette langue, cette culture d'être à l'école avec d'être bilingue, voilà, et de découvrir un petit peu tous les avantages du plurilinguisme, voilà, parce qu'il y a de l'enseignement en français, mais quelques heures de français et tout se fait en occitan. Voilà. Et donc, on se rapprocher du micro. Ah, on n'entend pas très bien. Bonjour. Voilà. Et je découvre un peu francophonéa depuis cette semaine. Donc, il y a beaucoup de partenariats qui semblent très intéressants. Et donc, cette étude et cette valorisation de cette langue peu connue, je trouve ça très intéressant. Voilà. Tous les avantages. On organise également avec l'école depuis 2019 des journées d'études en partenariat avec l'université, avec l'aide de Giovanni Agresti, que je remercie, qui nous soutient depuis la première année des journées d'études. Cette année, elles auront lieu du 22 au 25 février. Sur plusieurs lieux, on sera au musée d'Aquitaine, on sera également à l'université, on sera également à Sciences Po et sans doute à l'auditorium de la médiathèque de Pessac.
pour présenter divers sujets autour de la question de ce qu'est l'occitan, qu'est Zaco l'occitan. On a demandé à plusieurs personnes de se positionner, et notamment il y aura une intervention des membres de Francophonéa sur la matinée scientifique et la matinée linguistique qu'on organise dans le cadre de ces JE. Voilà pour l'école. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, le partenariat en cours avec Francophonéa. On est en train de voir par rapport pour permettre aux étudiants aussi de pouvoir Venir en stage. Venir éventuellement en stage, en tout cas proposer des questionnaires peut-être aux familles, également des stratégies de politique linguistique intrafamiliale qui sont développées dans ces écoles. C'était le sujet de nos dernières journées d'études, justement. Qu'est-ce qui pousse l'étude immersive en langue régionale dans les villes, parce que dans les campagnes, il y a peut-être une présence plus forte, alors qu'ici, sur Pessac, Bordeaux, d'ailleurs, il y a peu de calendrettes, si on compare à Pau, à Toulouse, etc. Donc, enfin, Toulouse, on ne peut pas parler de campagne, pardon. Je m'excuse, mais en tout cas, Toulouse, c'est une région où la langue est plus, non, mais la langue est plus vivante, et plus parlée, et plus prégnante qu'ici. Voilà. Tout à fait. Pour cela, merci. Merci. Mais tout a commencé en 2000. Avant, il y avait eu une histoire quand même de notre compagnie. On a en particulier eu un succès historique au Festival d'Avignon. Ça n'arrive pas souvent pour des jeunes compagnies. Et nous, on a eu tout. On avait monté une pièce de Claudel, le livre de Christophe Colomb, jamais joué, parce que ça ne pouvait être joué qu'avec l'opéra de Darius Milhaud, qui est quand même assez lourd, je veux dire au niveau du nombre de musiciens, tout ça. Et on ne pouvait pas jouer la partition de Claudel toute seule. Et moi, j'avais obtenu de la veuve de Darius Milhaud, je me souviens, l'autorisation de jouer la partition théâtrale de Claudel de cette œuvre, qui est un chef-d'œuvre. Et on a eu un énorme succès en Avignon. Et c'est ça qui a commencé notre carrière. On a commencé à jouer objectivement dans le monde entier. Cette petite compagnie de Biarritz a commencé comme ça. Voilà, on a obtenu un théâtre à Biarritz, un petit théâtre assez merveilleux. C'est dans un bois, au bord d'un lac, au milieu de la ville de Biarritz, et à 2 pas de l'aéroport. Bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a une clairière, et on a un théâtre avec un beau plateau, une centaine de places. Voilà, et on travaille depuis l'an 2000. Et là, on a commencé à faire ce qu'on voulait faire, ce que je voulais faire, mais que j'ai impulsé à toute l'équipe, c'est-à-dire de travailler à la rencontre des cultures du Sud. C'était ça, le grand projet. On a commencé à travailler avec des artistes africains, puis des artistes latinos, des artistes de l'océan Indien, et pour terminer d'ailleurs avec le Pacifique, Nouvelle-Calédonie et Tahiti. On a créé un réseau, un petit réseau, c'est pas une multinationale, un petit réseau d'amis, d'équipes artistiques amis, et on travaille ensemble. On a fait des coproductions internationales, on en a 11 à notre actif. Et on a, je crois, travaillé sur un concept très important, les coproductions équitables. Équitable, ça veut dire que tout était partagé, la distribution, la mise en scène. J'ai toujours fait les mises en scène avec des metteurs en scène du Sud, en co-mise en scène, ça aussi. Travail technique, travail administratif et financier, ça c'est vrai qu'on était peut-être un peu plus fort. Et on les aidait beaucoup, et on a réussi effectivement à construire financièrement et administrativement ces coproductions. Voilà, ça a été le travail de 20 ans. On a aussi, parallèlement à ça, créé un événement sur Biarritz grâce à l'amitié d'un metteur en scène malien, qui est vraiment mon compagnon de voyage depuis 20 ans, qui devrait être là. Mais vous savez que le Mali est dans des difficultés considérables. Et lui-même, même lui, a des difficultés à obtenir le visa. Alors, vous voyez, il n'est pas là.
et je parle au nom de nous deux, on a fabriqué un événement, colloque international francophone de Biarritz depuis 20 ans. C'est biannuel, donc biennal, quand c'est tous les 2 ans. Et donc, on est à la 11e édition l'année prochaine. Et ce colloque a eu un succès formidable, un espace de rencontre, de discussion entre artistes, experts, universitaires, et sur des thèmes totalement d'aujourd'hui. L'année dernière, c'était par exemple que peut faire la culture dans un monde numérisé à outrance par la crise du Covid. On avait appelé ça le colloque Terre Nouvelle et ça a eu un très gros succès. On rassemble les artistes de la Côte Basque, tous les partenaires principaux culturels de la Côte Basque sont avec nous et on a donc à peu près 80 à 100 personnalités représentant une vingtaine de pays pendant 4-5 jours sur Biarritz. À partir de là, la rencontre avec Francophonéa a été pour nous quelque chose d'étonnant, de surprenant. On a découvert que ça pouvait vraiment être pour nous une ouverture très importante. Voilà. Et déjà, le partenariat est en place, puisqu'il commence déjà, ça va à une vitesse folle, puisque le colloque de l'année prochaine sera en partenariat avec Francophonéa. Sur les 5 jours, il y aura 2 jours de communication universitaire. Nous, on s'occupe de... Ah oui, c'est un colloque qui a une dimension humaine, je dirais, tout à fait particulière. On travaille au sponsoring local, c'est-à-dire qu'on arrive à inviter 80 à 100 personnes pendant 5 jours, gratuitement, avec la participation des hôtels de Biarritz, Anglet, de Bayonne. C'est comme ça dure depuis 20 ans, donc c'est réel, ça continue. Et pour l'hébergement, c'est comme ça. Et pour la nourriture, les débats se font au Casino de Biarritz. Alors c'est génial, c'est quand même la salle des commissions avec les fenêtres qui donnent sur la mer. Et le théâtre est transformé en un lieu où tout le monde prend le repas en commun. Et ça se fait au sponsoring aussi. On a des dons de tous les commerçants de la ville et on fait la cuisine et tout le monde mange ensemble. Alors vous avez un metteur en scène mexicain qui mange avec des artistes tahitiens et avec des universitaires bordelais ou italiens, voilà. Et c'est redoutable. Et c'est une atmosphère qui est quand même remarquable et je suis très très heureux que l'année prochaine nous serons ensemble. Voilà, accessoirement, la compagnie a eu vraiment très mal pendant le Covid, évidemment. Nos coproductions internationales ont été stoppées brutalement. On en a deux et demi qui sont bloquées encore. Une sur un texte de l'Algérien Areski Mellal, Silence, un texte formidable sur le désastre écologique, qui devait d'ailleurs être avec Limoges. C'était prévu, mais c'est complètement bloqué, quoi. On peut même pas le reprendre. On a aussi une coproduction en chantier avec Madagascar. On a réussi à avoir un contact avec une troupe d'Iragash de Madagascar, qui sont venus d'ailleurs au dernier colloque, donner une âme à ce colloque. Et là, on a en préparation quelque chose, mais qui est bloqué aussi, malheureusement. Une autre coproduction avec le Venezuela, un ami à moi aussi, metteur en scène à Caracas. Faut dire qu'on choisit nos villes, nous. Hein. On choisit nos pays, hein, le Mali, le Venezuela, enfin, tous les endroits où ça va bien. Et on a comme projet avec lui Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, adapté dans la société vénézuélienne contemporaine. Et comme on avait déjà fait Harlequin Caraïbe et avec ce metteur en scène, je pense que ça pourrait être un très beau projet. Mais ce sera pour plus tard. Très bien. Merci Gaël. Merci. Ok, alors rebonjour. Donc, je suis de l'université d'Antsiran, plus précisément donc de la faculté des lettres. Et je tiens tout d'abord donc à remercier au nom de l'équipe de l'université d'Antsiran, il y a mes collègues Cynthia et Antonio qui sont présents également. Donc,
vis-à-vis du comité d'organisation et de coordination de nous avoir bien vouloir inviter donc à cette assemblée générale. Ma présentation se portera principalement sur 2 points. Donc, je vais essayer de partager brièvement donc, le contexte déjà de la mise en place d'une formation master sur les métiers de l'enseignement et de la formation qui est née de la collaboration entre l'École normale supérieure pour l'enseignement technique et la FLSH de l'Université d'Antsiran pour pouvoir par la suite mettre en exergue nos priorités donc, en lien avec plusieurs axes du réseau Francophonéa et pour lesquels nous espérons fortement donc, développer des projets de collaboration. Alors, le résumé donc, des différents référentiels de l'enseignement technique et professionnel donc, montre que ces établissements… D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc, les résumés des différents référentiels de l'enseignement technique et professionnel montrent que ces établissements donc, ont pour finalité l'insertion professionnelle. Se posent alors les questions du rôle de l'enseignement du français dans l'atteinte des objectifs par rapport au profil de sortie des apprenants. Étant donné que les langues, et particulièrement le français, donc pour le cas de Madagascar, fait partie des compétences clés en lien avec l'insertion professionnelle et incontournable, notamment pour l'accès, le maintien et la promotion dans l'emploi ou bien dans le secteur. Et pour faire face aux nouvelles demandes donc, en compétences linguistiques des acteurs socio-économiques, et si l'on veut réduire l'écart entre les demandes du marché du travail et les possibilités du système éducatif public, il est important en fait de mener une réflexion sur la question de formation initiale des enseignants. Se poser la question par exemple, est-ce que la formation initiale actuelle, donc dispensée dans les différentes écoles normales supérieures à Madagascar, permettent-elles en fait aux enseignants de français à faire face justement à l'enseignement du français dans du contexte professionnel. À cette première difficulté s'ajoute une seconde, celle de la présence de plusieurs langues dans les classes, le français, le malgache officiel et les parlers régionaux. Donc, mettre l'accent dans la formation initiale des futurs enseignants en sciences et techniques industrielles, donc sur la gestion du plurilinguisme en classe, afin que les langues en présence se soutiennent, se complètent pour atteindre des objectifs d'apprentissage, non seulement pour les savoirs disciplinaires de spécialité, mais également pour l'acquisition des compétences professionnelles. Donc, nourri de ces constats, la FLSH et le N7 donc, ont créé cette mention dans l'un des objectifs majeurs, c'est de renforcer les compétences des futurs enseignants du français, mais en français aussi, particulièrement les formateurs en sciences et techniques industrielles, donc sur la culture disciplinaire, pédagogique, professionnelle, mais également numérique. Donc, c'est ce qui m'amène en fait au deuxième point de ma présentation, donc les priorités partagées par les deux établissements dans l'objectif donc de nourrir cette mention afin d'assurer la qualité de l'offre hybride master. Nos premières priorités s'articulent principalement sur 3 axes du réseau Francophonéa, donc francophonie numérique, francophonie éducation et plurilinguisme et bien sûr francophonie des transferts. Nous souhaitons donc développer des projets de recherche autour de 4 points de réflexion. Donc sur la question des outils actuels d'analyse, notamment numériques, qui permettent de constituer donc des corpus spécialisés issus du monde professionnel ou académique et de les analyser, mais aussi penser sur les conditions de mise en place d'outils ou de méthodologies d'analyse de données dont l'approche donc n'est pas seulement descriptive, mais nécessite d'interpréter des mécanismes d'interaction et d'échange langagière propres donc à des contextes professionnels ou académiques
afin de pouvoir concevoir le programme du français sur objectif spécifique. Pourquoi? Parce que les enseignants du FOSS à Madagascar sont souvent donc démunis justement lorsqu'ils doivent entreprendre ce travail d'analyse linguistique en vue d'une didactisation des contenus de formation, donc qui correspond en fait à l'unité d'enseignement 82 de notre maquette, surtout sur les questions de données en français sur objectif spécifique et sur comment didactiser en FOSS. Donc, le quatrième point, c'est sur le développement et surtout la contextualisation de la culture numérique dans le processus d'enseignement-apprentissage, mais également donc, que les projets seront axés également sur la valorisation des langues en présence dans le processus d'enseignement-apprentissage du français et ou en français. C'est-à-dire comment intégrer justement la gestion des langues en présence dans la formation initiale pour une meilleure on va dire, interaction des savoirs, pour une meilleure acquisition des savoirs et des compétences professionnelles. Voilà, donc tout cela à travers, on l'espère, la collaboration, donc de futures collaborations et la mobilité des chercheurs franco-malgaches dans des projets de recherche communs et sur l'orientation et la proposition des sujets de master et thèse en co-direction ou en co-tutelle en lien justement avec les besoins qui ont été cités plus haut. Voilà, sur ces mots, donc, voilà, sur ces mots d'ouverture, je termine la prise de parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Giovanni. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Giovanni Agresti et puis Oumou-Démé pour vraiment l'organisation formidable de cette Assemblée générale de Francophonéa et qui m'ont gentiment invité aussi pour présenter très rapidement l'association Transit Lingua. Alors, transit, vous voyez, c'est les transitions, c'est la notion de entre les langues, entre les cultures. C'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de Geneviève Zarat et de Daniel Lévy, qui est parmi nous, je pense, en ligne. Et officiellement, on a fait notre inauguration dans un lieu très symbolique à Bruxelles, donc centre géopolitique de l'Europe, au Conseil économique européen et social. Enfin, Conseil économique et social européen, exactement. Donc cette association, depuis 2 ans, dont j'essaye d'en assurer la présidence avec Edith Conini, qui est plus sur le volet comité scientifique de l'association. Donc c'est une association à vocation européenne internationale de chercheurs et de doctorants en réseau pour des projets concernant les langues, les transitions globales, situations interculturelles, transnationales en relation avec la société civile. Alors, je ne vais pas reprendre exactement tous les objectifs de notre association, simplement dire qu'il s'agit de sensibiliser pour nous les acteurs de la vie publique au rôle de toutes les langues, sans exclusion d'aucune, acteurs qui sont tous inscrits dans la construction d'un monde de plus en plus internationalisé. Alors, notre champ d'intervention cible les situations interculturelles, notamment les situations de mobilité internationale, et la fabrique des représentations sociales. L'association a pour finalité de valoriser la diversité linguistique et culturelle, d'œuvrer à la construction du lien social et de lutter contre les bases linguistiques de la xénophobie et de la discrimination sociale. Donc, je vous laisse voir sur le site de Transit Lingua, puisque nous avons un site, nous sommes aussi présents sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, la relation avec Francophonéa, nous sommes l'un et l'autre des réseaux de chercheurs, donc Francophonéa sur les francophonies promues par la région Nouvelle-Aquitaine, et puis Transit Lingua sur la circulation des langues, des cultures, des situations interculturelles, des transitions globales et transnationales. Alors, ce que nous avons fait, vous verrez ça sur notre site, on a pas mal de publications, pas mal de projets qui ont été faits. Là, je vous ai mis un petit peu globalement, Transit Lingua était partenaire d'un projet européen TECOLA Erasmus+,
de 2016 à 2019 sur la télécollaboration interculturelle, donc pour les enseignants de langue du secondaire, donc qui s'intéressaient à des enseignants de français, d'anglais, d'allemand et d'espagnol. En 2019, il y a eu un petit problème au niveau du PowerPoint. Nous avons aussi participé avec l'ACEDLE et l'ASDIF à un débat participatif sur la notion de médiation interculturelle dans l'enseignement-apprentissage des langues. Et là aussi, vous pouvez avoir un retour de ces travaux sur le site des associations respectives. En 2021, nous avons été à Rome, à la Fondation Primoli, qui nous a vraiment offert ces lieux absolument magiques pour une journée d'études qui s'appelait l'Odyssée des langues, en coopération avec le DORIF. Et puis, là tout récemment, en 2022, nous avons eu une table ronde à Bordeaux sur regard sur l'inclusion, convergence entre monde académique et société civile. Donc vous voyez, les relations avec Francophonéa sont évidentes sur le plurilinguisme, le pluriculturalisme, et faire travailler à la fois les recherches universitaires avec aussi, dans la mesure du possible, le monde de la société civile. Donc voilà, les participations potentielles entre nos deux associations, la diffusion d'informations concernant les colloques, les journées d'études, les séminaires, les ateliers, participation à des colloques, proposition de colloques, et aussi tout ce qui est soutien à des projets de formation-recherche, à la codirection de thèses, à des collaborations éditoriales, bien sûr, et à l'animation d'événements ciblant la société civile. Voilà, je vous remercie pour cette présentation que j'ai voulu vraiment très synthétique, puisque nous sommes beaucoup de partenaires à être impliqués dans cette belle synergie de Francophonéa. Merci. On m'a dit que quand on prenait la parole, il fallait dire qui l'on était et d'où l'on venait. Je m'appelle Pascal Sommet. Les Sommets sont tous originaires du Burkina Faso. Donc je viens du Burkina Faso. Je vis avec ma famille à Paris, où je suis maître de conférence à l'université Paris-Cité, maître de conférence en sciences du langage et linguistique française. Autrement dit, mon objet principal d'enseignement et de recherche, je dirais que c'est la langue française dans tous ses états, y compris dans son évolution à grande vitesse aujourd'hui dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, au contact de nombreuses langues d'origine africaine. Je viens parler ici de Pokland que j'ai découvert en 2019 ici à Bordeaux au cours de son premier congrès. Je dirais 3 choses pour parler de Pokland. La première chose, qu'est-ce que Pokland? Ensuite, Pokland, pourquoi faire? Et Pokland et Francophonéa. Qu'est-ce que Pokland? C'est un jeune réseau qui a vu le jour en 2018 grâce au rayonnement d'un enseignant-chercheur que je considère comme un humaniste, Jean-Philippe Zobo, pour ne pas le nommer, et qui aurait dû être là pour parler de Pokland, mais qui ne peut pas le faire. Pokland aujourd'hui, c'est un CA de 16 membres qui se réunit tous les trimestres. C'est un bureau exécutif de 8 membres qui se réunit une fois par mois. C'est un conseil scientifique de 15 membres. C'est aussi et surtout une 60aine d'adhérents, dont 11 nouvelles adhésions en 2022, qui viennent essentiellement d'Afrique ou d'Europe, mais également du continent américain. Pokland, c'est un réseau qui se développe lentement, mais sûrement. C'est un réseau aussi qui s'ouvre de plus en plus à des partenariats, grâce notamment au dynamisme de son actuel président, que je ne vais pas nommer, même s'il s'appelle Giovanni Agresti. Un réseau qui séduit aussi, je trouve, par l'originalité de ses ambitions à moyen et long terme. Et de quoi s'agit-il là? Pokland, pourquoi faire? Pokland, c'est un réseau scientifique et délibérément militant. Que recherche Pokland? Pokland recherche
cherche à ce qu'on prenne en compte effectivement les langues culture comme passage obligé pour que les multiples projets de développement durable soient effectivement au service des populations, et notamment les populations les plus vulnérables, victimes de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la dépendance communicationnelle dans des sociétés qui sont souvent intrinsèquement multilingues, multiculturelles. Pour atteindre cet objectif, je dirais que POCLAN a deux types de modalités d'action que je vais illustrer rapidement. Le premier type de modalité consiste à fédérer et soutenir les projets de ses membres. Et pour cela, je vais prendre deux exemples. Le premier, POCLAN encourage et finance des publications scientifiques, participe financièrement à des événements scientifiques organisés par ses membres. La dernière publication que POCLAN a financée est l'ouvrage Linguistique pour le développement, concept, contexte et empirie, qui a été coordonné scientifiquement par Jean-Philippe Zobo et qui a été publié aux éditions des archives contemporaines. Le deuxième exemple de fédération de soutien de projet par POCLAN, POCLAN est partenaire de projets initiés par ses membres, et je prends l'exemple du projet LEAD, qui est un projet qui a été initié par certains membres de POCLAN pour créer un institut universitaire de langue appliquée au développement durable dans une jeune université, celle de Kara au Togo. La première pierre scientifique de ce projet a été posée en 2021 lors d'une journée d'études dont le thème était « Solutions linguistiques et culturelles aux problématiques liées à l'agriculture et à la santé publique ». La deuxième édition aura lieu en 2023. Mais POCLAN, deuxième type de modalité d'action, initie lui-même des projets dans le but de créer une dynamique irréversible pour un développement durable qui soit inclusif des ressources linguistiques et culturelles des populations. Deux exemples de ce type de modalité d'action: l'organisation tous les 2 ans d'un congrès international avec publication. Le troisième congrès aura lieu en 2023 sur les transmissions, comme l'a dit tout à l'heure Giovanni, transmission, langue, arts et culture au cœur des enjeux du développement durable. En dehors des congrès, POCLAN initie d'autres projets pour assurer la pérennisation de son action. Et je prends ici 2 exemples. Le prix Junior pour la recherche en linguistique pour le développement, qui sera attribué à un chercheur ou une chercheuse de moins de 40 ans qui aura apporté une contribution essentielle à la question de la linguistique pour le développement. Et le deuxième exemple concerne un projet qui est en cours de conception, de colloque pour les jeunes chercheurs en linguistique pour le développement, associé à un projet de mise en place de co-direction, de co-tutelle de thèse. POCLAN et Francophonia, de ce que je viens d'expliquer, on voit bien que le projet POCLAN et les champs d'activité scientifique de ses membres s'inscrivent au moins dans les 2 derniers des 5 axes de Francophonia, à savoir le développement durable et l'éducation et le plurilinguisme. C'est pourquoi la proposition d'un partenariat avec Francophonia, dans sa phase de consolidation, a été accueillie au sein du bureau et du CA de POCLAN avec beaucoup d'enthousiasme. Une lettre d'intention du CA viendra matérialiser dès que possible notre volonté d'un partenariat pour un développement durable au service de populations qui ploient sous le poids de toutes sortes de dérèglements, comme nous le savons, politiques, économiques et environnementaux notamment. Je dirais, pour terminer, dans un 21e siècle qui a pourtant tout pour que tous survivent et s'épanouissent, même dans un monde globalisé. Merci. Alors, notre association est une association, comme Giovanni vous l'a dit, de francisans et pas que de francisans italiens, de francisans qui sont réunis autour de cette association, qui est une association scientifique
depuis 1983. Donc, le DORIF va bientôt fêter ses 40 ans l'année prochaine. Je vous annonce déjà qu'il y aura un anniversaire important. C'est une association qui regroupe en 2022 140 membres qui proviennent de divers horizons scientifiques de différentes disciplines, essentiellement de la France et de l'Italie, mais pas seulement, et qui sont des spécialistes de la recherche au niveau universitaire, qui sont aussi des formateurs au niveau disons, de la formation secondaire, et plus en général des spécialistes dans le domaine de la didactique du français et du plurilinguisme. Donc, beaucoup de points de contact par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, et plus encore avec la revue que Daniel va présenter tout à l'heure. L'acronyme DORIF est un acronyme qui signifie Centre de documentation et de recherche pour la didactique du français dans l'université italienne, mais au fil du temps, le DORIF a élargi ses intérêts et ce matin, j'ai entendu plusieurs points de contact avec au moins plusieurs axes, presque tous les axes que vous avez présentés ce matin. Parmi les objectifs de l'association, je serai très rapide là-dessus, mais nous avons donc deux grands motifs qui reviennent. Le premier est donc l'interdisciplinaire. C'est une valeur importante pour nos membres et pour les activités associatives depuis longtemps. Et évidemment, le deuxième volet fondamental, c'est le concept de plurilinguisme. Donc, ces deux valeurs sont deux valeurs parmi les valeurs fondamentales au cœur de l'association. L'association est composée, je vous l'ai dit, de plusieurs personnes, mais elle travaille par des structures plus petites, comme on l'a dit auparavant, par des groupes de recherche. Parmi les groupes de recherche, ici, vous avez un peu la liste des groupes en 2022. Les groupes, et parmi ces groupes, vous voyez qu'il y a des groupes dont les intérêts retrouvent de près les présentations des axes que vous avez en quelque sorte illustrés ce matin. Donc, il y a un groupe qui travaille sur la didactique du français langue étrangère, le plurilinguisme et l'intercompréhension. Et il y a aussi un groupe qui travaille sur la sociolinguistique, les politiques et les droits linguistiques dans l'espace francophone, dans lequel l'un des coordinateurs est Giovanni Agresti. Alors, nous avons beaucoup d'activités. Je vous renvoie au site. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je crois que vous allez probablement trouver des points de contact avec les activités que vous avez présentées dans la matinée et aussi dans l'après-midi. Les activités sont présentes dans le site de l'association, réunies plus ou moins tous les 2 ans. On a un calendrier et c'est une association qui est désormais très ouverte à l'international par beaucoup de partenariats qui se trouvent aussi dans le site. L'adresse du site est l'adresse que vous avez à l'écran, www.delivre.it. Et je vous invite évidemment à nous contacter. Nous sommes prêts évidemment à toute forme de partenariat. Nous venons de préparer justement une lettre d'intention pour un partenariat officiel avec le réseau francophonien. Et nous avons pu tester votre enthousiasme et je me joins à cet enthousiasme pour des partenariats et aussi des occasions de recherche communes. Et là, je cède la parole à Daniel qui va plutôt présenter l'aspect scientifique qui est lié à notre revue. Je vais vous présenter rapidement cette revue. Elle naît au départ pour recevoir les recherches, les journées d'études, les colloques, les conférences qu'organisent les groupes de recherche à l'intérieur de notre association. Et donc, il fallait un support et un lieu commun parce que autour de la langue et de la linguistique française, finalement, une dizaine de groupes se sont constitués et ils travaillaient trop en parallèle et ne communiquaient pas suffisamment. Voilà la raison et la différence entre une revue associative et une revue scientifique qui serait centrée sur des domaines très spécifiques. Nous sommes plutôt autour de la linguistique, beaucoup plus ouverts par rapport à pour répondre aux recherches de nos groupes de recherche. Donc, au départ, il s'agissait aussi d'aider beaucoup les jeunes chercheurs, les doctorants, à pouvoir publier leurs premiers travaux.
ce qui était assez difficile en Italie, sauf avec des journées spécifiques qui leur étaient consacrées. Donc, nous tenions aussi à leur offrir un lieu où ils pouvaient commencer à publier avec plus de facilité. Vous savez qu'en Italie, peut-être, souvent, il existe des revues considérées A et d'autres qui sont considérées moins importantes. Donc, il est important de leur donner un premier lieu. Mais au-delà du dialogue interne, assez vite, nous avons vu que pour pouvoir promouvoir justement les jeunes chercheurs, il fallait aussi qu'ils se confrontent avec des chercheurs plus chevronnés et les chercheurs autour de la linguistique française qui n'étaient pas italiens. Et donc, nous avons organisé des journées internationales qui ont été après l'objet de numéros de la revue. La revue va fêter ses 10 ans. Elle va publier à peu près 3 numéros par an, avec simplement une remarque. Certains numéros sont consacrés à la didactique appliquée, d'autres sont consacrés à la formation des enseignants, et puis les autres rendent compte des journées de colloques. Notre vision est identique à celle de l'association, évidemment, plurilingue, pluriculturelle et surtout pluridisciplinaire. Ce pluridisciplinaire qui ici a vraiment tout son lieu d'être ne l'est pas en Italie. En Italie, c'est très difficile du point de vue académique de faire admettre la pluridisciplinarité. Donc ça, c'est ce qui caractérise aussi notre revue, c'est que nous sommes ouverts, plus ouverts que ne l'est l'université dans notre champ. Le nom de la revue, très rapidement, Repère, c'est justement parce que nous sommes convaincus que tout est en mouvement et que nous sommes là, pas seulement pour donner des sécurités, mais au contraire, pour faire sentir la recherche en cours, quitte à ce que certaines recherches n'aboutissent pas ou bien sont interrompues parce que une direction n'a pas le succès qu'elle mérite. Voilà, je pense que pour gagner du temps, je pense que c'est suffisant pour vous.